à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents ici pour cette activité organisée par la chaire de recherche et d'innovation GovCorp en droit des ressources naturelles avec la collaboration de l'Institut EDS. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Richard Langelier, qui est beaucoup d'activités au niveau juridique, donc il est docteur en droit et doctorant en sociologie. Il a enseigné dans ces deux domaines dans plusieurs universités au Québec. Il a été également agent de recherche et il a publié de nombreux travaux dans ce cadre. Et actuellement, il se spécialise plus spécifiquement sur les enjeux relatifs aux hydrocarbures et notamment à la nouvelle loi qui est parue sur les hydrocarbures. À cet effet, il a publié une étude globale sur la nouvelle loi sur les hydrocarbures et il a parcouru le Québec pour diffuser, présenter ses travaux, notamment dans plusieurs universités. Et l'une des dernières universités était l'Université Laval. Alors ça nous fait vraiment plaisir de recevoir ici Monsieur Langelier pour cette présentation sur la loi sur les hydrocarbures et donc ses enjeux légaux, sociaux et environnementaux. Alors Monsieur Langelier, la parole vous appartient. Merci encore pour votre participation. Alors bonjour mesdames et messieurs, ça me fait effectivement grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de cet enjeu qui est fondamental parce que ce qui est en train de se passer avec l'adoption de cette loi-là, qui est l'aboutissement d'un long processus, c'est une volonté de transformer le Québec au niveau énergétique, que les hydrocarbures fassent partie du portefeuille énergétique du Québec. Donc, c'est un enjeu important. Et donc, je vais vous présenter brièvement l'analyse que j'ai produite de la loi sur les hydrocarbures, de façon à vous permettre de saisir ça. Alors, je vous signale dès le départ que j'ai un problème visuel, j'ai une vision très étroite, pas politique, mais physique. Et en conséquence, vous pouvez m'interrompre à tout moment s'il y a des points que vous ne saisissez pas ou si je n'ai pas été clair. Cependant, vous devrez vous signaler simplement, pas simplement en levant la main, mais en m'interrompant parce que je risque pas de ne pas voir votre main se lève. Alors donc, la loi sur les hydrocarbures, c'est d'abord une loi dans une loi. Hein? C'est une loi générale qui s'appelle la loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. Alors c'est un texte large. À l'intérieur de cette loi-là, il y a une autre loi. Alors certains ont parlé d'une loi mammouth, prenant l'expression utilisée sur certains projets de loi qui cachaient un autre projet de loi. C'est un peu ce qui se passe. Alors donc, la loi dont je viens de vous parler comprend 24 articles, mais l'article 23 qui édicte la loi sur les hydrocarbures, cet article-là comprend 289 dispositions, 289 articles. Alors vous voyez, c'est vraiment une loi dans une loi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi-là? Il y a d'abord, comme dans toutes les lois, l'énoncé d'un certain nombre de grands principes qui doivent prévaloir à ce développement des hydrocarbures au Québec. Alors, le premier principe, c'est qu'on nous dit qu'on va régir le développement des hydrocarbures en fonction des cibles de réduction des gaz à effet de serre. Alors, moi, je trouve que là, il y a déjà une contradiction dans les termes, dans la mesure où, effectivement, vous savez sans doute, le Québec, on s'est doté d'objectifs ambitieux en matière de réduction des gaz à effet de serre. On veut réduire notre empreinte de 37,5% d'ici 2030. Alors, comment concevoir qu'on pourrait atteindre ces objectifs-là tout en développant les hydrocarbures? C'est un peu comme de croire que si on faisait les 5000 puits sur Anticosti qui étaient envisagés, les milliers de puits dans la vallée du Saint-Laurent, c'est comme si tout ça n'aurait aucun impact sur notre empreinte écologique, alors que ça représenterait une augmentation de 15 à 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, on veut réduire de 37%, puis on s'engage dans le développement d'une filière qui va nous augmenter notre budget de 15 à 20%. Donc là, il me semble qu'il y a contradiction. Deuxième principe,
on nous dit les hydrocarbures font partie du domaine de l'État. Bon, en soi, personne ne peut contredire ça. Ça relève de la nationalisation de notre sous-sol qu'on a réalisé en 1982. Et donc, on peut dire, oui, les hydrocarbures qu'on retrouve dans le sol font partie du domaine de l'État. Le problème, c'est que l'État a concédé, pour ne pas dire bradé, le sous-sol à raison de dizaines d'hectares à des amis du régime. Il y a eu un volume qui a été publié récemment par 2 journalistes sur le scandale des gaz de schiste, qui a bien montré qu'on a donné à toute fin pratique le sous-sol à raison de dizaines d'hectares. Et techniquement, ça leur aurait rapporté, je dis bien, ça l'aurait rapporté environ de 200-300 millions, mais dans les faits, on a donné des exemptions fiscales de sorte que ça n'a rien rapporté, mais pour une dimension comparable en Colombie-Britannique, on a ramassé plusieurs milliards de dollars. Alors, donc, vous savez, c'est le phénomène des portes tournantes. On va en politique, on se fait des contacts, on va au ministère, puis ensuite on retourne dans l'entreprise privée. Et les compagnies québécoises, que ce soit Petrolia, Junex, Gastem et compagnie, ben, la plupart de ces compagnies-là ont été formées par des anciens cadres d'Hydro-Québec Énergie, qui, après avoir dit que le sous-sol, ça valait rien, qu'on n'avait pas d'hydrocarbures, ont passé à l'entreprise privée et ont formé ces compagnies-là qui sont depuis lors largement subventionnées. Alors donc, oui, ça fait partie du domaine de l'État, mais 56 000 km² du territoire, toute la vallée du Saint-Laurent, entre Montréal et Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, tout ça a été concédé déjà. Alors, ça fait partie du domaine de l'État, mais c'est une façon plutôt théorique de parler. Un autre élément dont il faut absolument mentionner par rapport à ce principe-là, c'est que vous savez probablement que les hydrocarbures, jusqu'à récemment, étaient régis par la loi sur les mines. C'était considéré comme un minerai, si vous voulez, en vertu de cette loi-là. Et dans la loi sur les mines, on retrouvait cette affirmation-là que les ressources minérales, les recherches de notre sous-sol font partie du domaine de l'État, mais il y avait, à l'article 4, de nombreuses exceptions, dont, par exemple, les personnes qui seraient propriétaires de terres issues du régime seigneurial. Parce qu'en fait, à l'époque du régime seigneurial, quand vous étiez propriétaire du sol, vous étiez également propriétaire du sous-sol, sous réserve de l'or et l'argent. Vous savez, l'aristocratie se conservait l'or et l'argent quand elle concédait des terres aux seigneurs. Alors donc, toutes ces exceptions-là qui faisaient en sorte qu'une partie importante des résidents demeuraient propriétaires de leur sous-sol, bien ça, c'est disparu parce que dans le passage de la loi sur les mines à la loi sur les hydrocarbures, les exceptions qui apparaissaient dans la loi sur les mines ne se retrouvent pas dans la loi sur les hydrocarbures. Alors, certaines personnes ont avancé le chiffre de 70 000 résidents et résidentes qui auraient, à toute fin pratique, été expropriés sans aucune compensation pour le sous-sol qui leur appartenait. Donc, principe que les hydrocarbures font partie du domaine de l'État, oui, mais. Troisième principe, on nous dit tous les travaux qui seront réalisés en vertu de la présente loi doivent être selon les meilleures pratiques généralement reconnues. Mais généralement reconnues par qui? Bien, essentiellement par les sociétés industrielles qui sont impliquées là-dedans. Autrement dit, c'est essentiellement de l'autorégulation parce que les mécanismes, les meilleures pratiques des entreprises ne remettront jamais en cause leur rentabilité. Alors, en conséquence, les meilleures pratiques, et on connaît les conséquences des meilleures pratiques, parce qu'il faut se rendre à l'évidence, là. Si on se lance dans l'exploitation gazière et pétrolière au Québec, ce n'est pas les petites compagnies gazières québécoises qui vont faire ça. Ils peuvent faire de la recherche d'hydrocarbures, mais quand on va arriver à la fracturation hydraulique, aux procédés qui vont nous permettre d'extraire les hydrocarbures du sous-sol, bien là, c'est les compagnies albertaines ou texanes qui vont débarquer avec leur personnel qui vont faire ça. Alors, ces meilleures pratiques-là, moi, je suis membre d'un collectif scientifique, on est 5
scientifiques. Il y a Marc Durand, ingénieur géologue, Chantal Savaria, ingénieur et hydrogéologue, Céline Marié, qui est biologiste, et Marc Brunman, qui est docteur en biophysique. Et on a fait un long document en janvier 2016 où on a répertorié tous les cas de contamination des sources d'eau potable qui ont été relevés aux États-Unis. Et c'est par milliers qu'on a compté ces cas de contamination d'eau potable. Donc, les meilleures pratiques dont on nous parle, ce sont celles qui ont généré ces pollutions des sources d'eau potable, qui ont généré des problèmes de santé très, très importants. Actuellement, il n'y a à peu près pas de semaine où je ne reçois pas des articles scientifiques qui démontrent que les personnes qui habitent en proximité des puits gaziers pétroliers présentent différents problèmes de santé. Il y a déjà des tribunaux au Texas et en Pennsylvanie qui ont condamné des compagnies pour la contamination des sources d'eau potable. Quand on est allé en Pennsylvanie voir comment on procédait, ce qui a beaucoup surpris beaucoup de gens, c'était de voir qu'après les maisons, on avait des tanks d'eau et il y avait les compagnies gazières fournissaient de l'eau potable à un nombre important de résidents parce que les sources d'eau potable ont été contaminées. Alors donc, les meilleures pratiques, c'est pour nous relativement inquiétant. Dans les amendements qui ont été apportés dans l'étude du projet de loi, on a ajouté un autre principe qui est celui de dire que l'interprétation de cette loi-là doit être conforme aux obligations constitutionnelles à l'égard des Premières Nations, particulièrement l'obligation de les consulter et de ne pas passer outre à leur refus que si on invoque un motif d'intérêt national. Alors, c'est une rhétorique juridique, une fiction juridique qui est créée, mais est-ce qu'on retrouve dans la loi les éléments qui justifient cette affirmation-là? Moi, je vous dirais que non. Il y a très peu d'éléments par rapport à l'obligation de consultation. On nous indique simplement que la consultation des Premières Nations peut éventuellement prendre une forme spécifique lorsque requis. Alors qu'à mon avis, ça prend constamment une consultation spécifique avec une nation. Il ne s'agit pas d'une communauté donnée, il s'agit d'une nation. Et notre rapport avec les droits constitutionnels qui ont été concédés à nos Premières Nations doivent être respectés et à mon avis, il n'y a pas dans les dispositions de la loi de garantie suffisante qui assure la protection des droits constitutionnels des Premières Nations. Bon, alors ça, c'est les grands principes généraux. Ensuite, comme on retrouve souvent dans plusieurs lois, vous avez évidemment les définitions. Alors, je ne veux pas insister très longtemps sur cette question-là, sinon pour vous parler de deux points. Premier point, c'est que dans le projet de loi initial, disons que le gouvernement avait évité d'utiliser des termes qui sont trop négativement connotés. Hein, quand on parle de fracturation hydraulique, quand on parle de pipeline, là, il y a des gens qui commencent à s'énerver. Alors, on n'utilisait pas ces termes-là. On parlait de complétion, on parlait de raccordement plutôt que de pipeline. Bon, alors, avec les amendements, on a fait preuve d'un peu plus de transparence. On a éliminé le mot raccordement pour ramener le mot pipeline. Mais, dans les définitions, on a aussi ajouté une définition sur la fracturation hydraulique, sur la fracturation, et on nous dit que c'est l'opération qui consiste à créer des fractures dans une formation géologique en y injectant un fluide sous pression par l'entremise d'un puits. Alors ça, c'est la définition qu'on retrouve dans cette loi-là. Mais dans le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, le règlement adopté en 2014 qui a ouvert la porte à l'usage de la fracturation hydraulique sur notre territoire, on nous définit également la fracturation hydraulique de cette même façon-là que je viens de vous lire, mais en y ajoutant cependant qu'à l'exception de celle utilisant un volume de fluide inférieur à 50 ml, article 31 du RPEP. Alors, ça veut donc dire que ce qui sera de la fracturation pour le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ne sera pas nécessairement de la fracturation pour le ministère de la lutte au changement climatique et de l'environnement. Alors donc, là, on voit qu'il y a un risque de confusion parce qu'on le verra un peu plus loin dans l'exposé.
quand on veut faire de la fracturation, il faut obtenir un certificat du ministère de l'Environnement. Et donc, si on utilise moins de 50 ml de fluide, on n'aura pas besoin du dit certificat, qui sera pourtant considéré comme de la fracturation hydraulique par le ministère du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Alors, c'est une autre contradiction qui risque d'être source de confusion. Bon, après les définitions, là, on rentre dans le cœur de la loi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la loi? D'abord, une obligation de divulgation. Ce que la loi nous dit, c'est que si vous trouvez du pétrole ou du gaz, si vous trouvez un puits ou que vous constatez qu'il y a des émanations de gaz sur votre terrain, vous avez l'obligation d'aviser le ministère. Alors, évidemment, en soi, ce n'est pas véritablement problématique, sous réserve que ces informations-là vont être inscrites dans des registres publics, registres qui seront éventuellement consultés par les notaires. Alors donc, si vous apprenez que chez votre voisin, il y a un puits pétrolier ou qu'il y a des émanations de gaz, est-ce que vous achèteriez ce terrain-là? Certainement que vous vous interrogeriez certainement avant de procéder à l'achat. Donc, l'obligation de divulgation ou de communication au ministère va être associée avec éventuellement un impact négatif sur la valeur des propriétés, soit du voisinage, soit de votre propre propriété. Alors, c'est ça qui me semble problématique là-dedans. Bon, ensuite, dans la loi, qu'est-ce qu'on fait? On divise la production d'hydrocarbures en 3 étapes. L'étape de recherche ou d'exploration, l'étape d'exploitation ou de production d'hydrocarbures et l'étape de stockage dans des réservoirs souterrains éventuellement. Alors donc, à chacune de ces étapes-là, vous allez avoir des droits et des obligations spécifiques qui vont être rattachés. Mais pour l'ensemble de ces opérations-là, ce que la loi nous dit, c'est que pour faire ça, il faut avoir une licence qui sera cessible, qui va pouvoir donc être cédée, selon les conditions qui vont être déterminées par règlement. Je vais faire tout de suite une remarque sur cette question des règlements-là. Vous avez dans la loi, à une centaine d'occasions, l'indication que les normes seront fixées par règlement ou par décret. Bon, généralement, dans un texte de loi, on retrouve à la fin que le gouvernement peut faire des règlements sur, puis vous avez une énumération de sujets, généralement 4, 5, 7, 8 sujets. Là, à 100 occasions, à une centaine d'occasions, vous avez dans la loi des indications que les choses seront fixées par règlement. Et les règlements, on ne les a pas, parce qu'effectivement, moi, j'ai rencontré à 2 reprises les autorités du ministère avec les groupes environnementaux qui m'avaient demandé d'être présents au cas où il y aurait des questions plus pointues sur les questions juridiques, et avec la délégation de la Fédération québécoise des municipalités. Et j'ai rencontré donc à 2 reprises les responsables du ministère, Mme Asselin, qui en particulier a été sous-ministre, mais là, elle vient d'être nommée dans la nouvelle organisme Transition Québec. Et alors donc, moi, j'avais demandé, je disais, est-ce que les règlements seront rendus disponibles avant l'adoption de la loi? Alors, elle m'avait dit oui, ne vous inquiétez pas, on va faire preuve de transparence, les règlements seront effectivement publiés avant l'adoption de la loi. Ça n'a pas été le cas. Je ne veux pas accuser le gouvernement de mauvaise foi dans la mesure où il y avait effectivement la grève des juristes de l'État qui a certainement compliqué la tâche. Mais ce qu'il faut relever, c'est que les députés ont voté une loi sans en connaître véritablement les impacts. Parce que, et quand je vous dis que ça va être fixé par règlement, ce n'est pas nécessairement des questions secondaires. Par exemple, le montant des redevances qui seront perçues sur les hydrocarbures, ça va être fixé par règlement. Alors ça, c'est pas, avant de savoir si la population du Québec veut s'engager dans les hydrocarbures, en transformation de notre société en pétro-société, aurait quand même fallu savoir qu'est-ce que ça va nous rapporter, alors qu'on ne le sait pas. On n'a aucune idée, à l'étape actuelle, de ce que ça pourrait rapporter, puisqu'on n'a pas cet élément-là. Alors donc, pour faire tout ça, ça prend une licence, et cette licence-là est cessible, et elle va s'appliquer pour un territoire défini,
évidemment, et la projection verticale dans le sous-sol de ce périmètre-là qui serait défini dans la licence elle-même. Qu'est-ce qui va être exclu? Parce qu'il va y avoir des exclusions, des territoires où il serait impossible de développer des hydrocarbures. Bien, c'est essentiellement les cours d'eau, c'est dans la mesure où ils sont capables de produire de l'énergie, 225 kW, et des cimetières. Alors, des cimetières. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que protégeons les cours d'eau et les cimetières, puis que les morts et l'énergie, puis quant aux vivants, on en reparlera un peu plus tard. En fait, il y a aussi une autre exclusion qui a été apportée par règlement. Le gouvernement a repris l'article 305.1.1 de la loi sur les mines. Cette disposition-là avait été introduite en décembre 2013 par le gouvernement Marois, avec la collaboration de la CAQ, et visait à ce que les NRC puissent exclure un certain nombre de territoires si elles démontrent que, effectivement, le développement des hydrocarbures sur ce territoire-là serait incompatible avec les autres activités économiques qui se déploient sur le territoire. Alors, donc, ça semble intéressant, sauf que, et c'est pas encore en vigueur. D'ailleurs, il faut que je vous dise que toute la loi n'est pas en vigueur. Alors, elle a été adoptée sous le bâillon, le gouvernement invoquant l'urgence pour l'adopter, mais depuis lors, et j'ai vérifié encore ce matin dans la Gazette officielle, il n'y a aucun décret qui ne met en vigueur cette loi-là. Alors, l'urgence que M. Arcan invoquait, on peut s'interroger longuement sur la nécessité réelle d'avoir imposé l'adoption de cette loi-là sous le bâillon. Bon, donc, vont être exclus certains territoires. Bon, le problème, c'est qu'il y a 4 éléments qui font en sorte que cette disposition-là a peu d'importance, a peu de portée. Premièrement, la loi exige le respect des droits acquis. Alors, comme je vous indiquais précédemment, toute la vallée du Saint-Laurent est déjà sous claim, sous licence de recherche d'hydrocarbures. Alors, donc, comme on ne peut pas exclure ces territoires-là, et que ce sont les territoires où, effectivement, il y aurait recherche d'hydrocarbures, bien, on peut se demander à quoi ça sert. Premièrement. Deuxièmement, ensuite, la loi n'étant pas en vigueur et la disposition de l'article 305.1.1, elle a été mise en vigueur en décembre 2016, 3 ans après l'adoption du texte de loi. Alors, est-ce que ça prendra encore 3 ans avant que cette disposition-là soit mise en vigueur? Je ne le sais pas, mais chose certaine, pour le moment, les NRC ne pourraient réclamer l'exclusion de territoires pour préserver d'autres activités. Ensuite, les NRC vont devoir démontrer, c'est elles, les NRC, qui auront le fardeau de la preuve, que le développement des hydrocarbures est incompatible avec les autres activités qui se déploient sur le territoire. Alors, ce ne sera pas facile de faire cette démonstration-là, parce que si vous allez sur le site des industries gazières et pétrolières, ils vont tous vous dire qu'il n'y a aucun problème, que ça peut se faire de façon sécuritaire, en respectant l'environnement. Bref, c'est un peu la logique de M. Trudeau, qu'on peut à la fois préserver l'environnement puis approuver tous les pipelines qu'on nous demande. Bon, alors, donc, il y a cet autre problème-là. Et il y a encore d'autres difficultés, c'est que non seulement vous devez faire la preuve de ça, mais vous sachiez qu'il faut que ça soit intégré dans un schéma d'aménagement. Or, qui approuve les schémas d'aménagement des MRC? C'est le gouvernement. Donc, en conséquence, le gouvernement se garde, encore une fois, un verrou pour dire non à l'exclusion de territoire s'il le juge approprié en fonction de son orientation de favoriser le développement des hydrocarbures. Donc, on peut exclure des territoires, mais comme vous pouvez le voir, là, cette disposition-là a très peu d'impact réel. Un autre élément dont il faut parler, c'est que la loi s'applique en ce qui concerne les forages terrestres ou ceux qui pourraient aller sous certains cours d'eau
les lacs, par exemple. Ça, il n'y a pas de protection spécifique pour les milieux hydriques, pour les milieux plus vulnérables, par exemple, les tourbières. Ça, il n'y a pas de disposition spécifique. En ce qui concerne les milieux marins, bien là, il faut référer au projet de loi 106, un autre projet de loi, pardon, pas 106, je ne me souviens plus du numéro, là, mais en fait, c'est que quand le gouvernement fédéral a donné aux provinces la juridiction pour forer dans le golfe Saint-Laurent, quand ils ont donné ça à Terre-Neuve, là, qui a été la première province à faire des forages marins, bien, il a exigé que les provinces, pour leur donner leur compétence sur les ressources naturelles qui se retrouveraient dans un territoire qui, au départ, est de juridiction fédérale, bien, il faut que les provinces adoptent effectivement une loi miroir, qui est l'équivalent de la loi fédérale qui impose aux compagnies qui veulent faire ça un certain nombre d'obligations. Or, dans cette loi-là, bien évidemment, on définit où commence et où s'arrête le golfe, parce que pour les géographes, c'est sans doute facile, pour les juristes, ça l'est un peu moins. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'annexe de ce projet de loi-là, sont exclus de la protection de cette loi miroir-là, qui, soit dit en passant, est beaucoup plus exigeante que la loi sur les hydrocarbures. Bien, on a exclu les baies. Alors donc, la baie de Gaspé, la baie des Chaleurs, ne serait pas touchée par la loi miroir, mais relèverait de la loi sur les hydrocarbures, avec les conséquences qui en découlent. C'est-à-dire que maintenant, au Québec, et là, ça c'est le problème général qu'il faut que je vous dise, c'est qu'au Québec, on n'a pas véritablement de gisement conventionnel de pétrole. Vous savez, une poche dans laquelle les hydrocarbures se seraient ramassés, on descend un tuyau, on met une pompe en haut, puis on pompe. En Arabie Saoudite, il y a des puits comme ça qui rapportent 100 000 barils de pétrole par jour. Alors, au Québec, on n'en a pas de ça. En tout cas, si on en a, on ne les a pas encore trouvés, à deux exceptions minimes. La réalité, c'est que si on se lance dans le développement des hydrocarbures au Québec, on ne peut le faire en utilisant des techniques non conventionnelles, la fracturation hydraulique, l'acidification des puits, parce que la stratégie des compagnies gazières au Québec, c'est de dire on va faire des forages horizontaux. On fait un forage vertical, puis ensuite on s'étend horizontalement jusqu'à 2 km. En Pennsylvanie, on réussit à le faire jusqu'à 6 km, mais ici, au Québec, on a réussi à le faire jusqu'à 2 km. Alors donc, et ce qu'on nous dit, c'est que on va faire ça parce qu'on pense que dans les temps géologiques anciens, le pétrole se serait accumulé dans les failles naturelles du sol, et donc, quand on fait un forage horizontal et qu'on fait fondre des carbonates avec de l'acide, on peut ensuite récupérer les hydrocarbures. Ça, c'est la logique là, des forages en Gaspésie actuellement. Mais le problème, c'est que quand on va vider la faille naturelle, on va ainsi créer une autoroute pour la remontée des hydrocarbures et des contaminants vers les nappes phréatiques. Alors, le problème principal, il est là. Donc, comme on fait des extensions horizontales, ça veut donc dire qu'on pourrait partir de la terre, s'étendre sous le lit de la baie des Chaleurs ou de la baie de Gaspé, avec les conséquences qui peuvent en découler pour les industries de la pêche, pour les industries touristiques. Évidemment, si on voit partout des tours de forage, je ne suis pas sûr que ça va favoriser véritablement le tourisme. Bon, alors, donc, il y a cet élément-là dont il faut tenir compte, que pour ce type de forage-là, ce n'est pas la loi fédérale ou le pendant de la loi fédérale qui s'appliquerait, mais bien la loi sur les hydrocarbures. Ensuite, bon, ça prend une licence, mais le gouvernement est allé plus loin que ça, puisqu'il a transformé la licence en droit réel immobilier. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous des juristes dans la salle, je ne vais pas faire un cours de droit sur les biens immobiliers, mais sachez que ce que le titulaire d'une licence de recherche d'hydrocarbures peut faire avec sa licence, c'est ce qu'un propriétaire de maison peut faire. Il peut la vendre, il peut la mettre en garantie, il peut l'hypothéquer, il peut la donner en héritage. Donc, on a transformé une simple licence, un simple permis, en droit réel immobilier. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Avez-vous une idée? Bien, c'est essentiellement pour obtenir du financement. Parce que si vous allez voir votre banquier et vous lui dites « Passe-moi donc 10 millions
j'ai un permis de conduire, j'ai une licence, j'ai un permis de conduire. Des chances qu'ils vous regardent un peu bizarrement. Et si vous lui dites, ma licence, c'est une licence de recherche d'hydrocarbures, elle est valide pour 5 ans, elle est cessible, et elle est associée à cette licence-là tous les droits qui sont généralement associés à un bien immobilier. Bien, vous avez des chances que votre banquier puisse être plus intéressé de vous avancer des sommes d'argent. Mais ce que ça veut dire pour les citoyens, pour les municipalités, pour les organisations écologistes qui s'objectent au développement des hydrocarbures au Québec, c'est qu'en face de nous, maintenant, il n'y aurait pas simplement des petites compagnies québécoises, il y aurait des institutions financières qui ont énormément plus de moyens financiers. Donc, c'est un élément qui est important. Donc, c'est un droit réel immobilier. Et il y a une disposition de la loi qui dit qu'aucune utilisation du sol par un tiers, antérieur ou postérieur à l'attribution d'un tel droit, ne peut conférer un droit à une indemnité à son titulaire. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Bien, ça veut dire que le gouvernement reprend le vieux brocard juridique de « King can do no wrong », hein, la reine ne peut mal faire. Donc, c'est l'irresponsabilité de l'État pour avoir émis la licence en question, même si la conséquence qui risque d'en découler, c'est la contamination des sources d'eau potable et des problèmes importants pour la santé. Vous ne pouvez pas poursuivre le gouvernement, même si ça vous arrive. Alors, quand moi j'ai rencontré Mme Asselin, la sous-ministre, je lui ai demandé, mais Mme Asselin, si vous êtes si convaincu au gouvernement du Québec que la fracturation hydraulique peut se faire sans risque pour l'eau potable et la santé des populations, pourquoi vous mettez une clause de non-responsabilité de l'État? Malheureusement, je n'ai pas eu aucune réponse à ma question. Bon, alors donc, la licence, c'est une licence qui est rattachée à des droits et à l'immobilier. Comment est-ce qu'on l'obtient? Est-ce qu'on l'obtient de gré à gré, un chum c'est un chum? Bon, est-ce que ça se passe comme ça? Le gouvernement dit non, 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 ça se passe plus comme ça. Maintenant, on va procéder par adjudication, par enchère. Oui, mais comme on respecte les droits acquis et que à peu près tout le territoire a déjà été donné, ben, c'est une clause qui n'aura de conséquence que si une société gazière et pétrolière décide de remettre sa licence à l'État, de l'abandonne, auquel cas, là, pour la remettre sur le marché, il faudrait effectivement qu'il y ait des enchères. Mais sinon, l'adjudication, ça n'aura effectivement presque aucune incidence réelle. C'est les anciennes logiques de copinage qui vont continuer. Bon, alors la licence, elle est valide donc pour une période de 5 ans, c'est renouvelable. Elle permet aux titulaires d'extraire des hydrocarbures pour une période d'essai. Alors, en vertu de la loi sur les mines, il y avait un vieux règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains qui prévoyait historiquement une période d'essai de 60 jours. Et là, ce règlement-là, il y a plusieurs mois avant l'adoption de la loi, a été modifié pour faire en sorte que la période d'essai passe de 60 jours à 9 mois. Alors, pourquoi 9 mois? Ben, c'est que dans la période d'essai, le titulaire de la licence, il ne paie pas de redevance. Alors, ça veut dire qu'à toutes les semaines, là, en Gaspésie, quand Petrolia ramasse ses 2 camions, puis qui envoie raffiner ça ici à Valero ou à Montréal chez Suncor, ben, la population du Québec, le gouvernement du Québec ne touche aucune redevance parce qu'on est encore en période d'essai et que pendant les périodes d'essai, on ne paie pas de redevance. Alors donc, c'est une façon assez directe, je dirais, de favoriser le développement des hydrocarbures. Vous savez, quand toutes les discussions que j'ai eues avec Mme Asselin, elle me disait, écoutez, là, nous, le gouvernement, on ne veut pas favoriser le développement des hydrocarbures, mais on est obligé d'intervenir parce que vous savez, c'est le Far West, là, les compagnies peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Alors moi, je lui ai répondu, bien, si c'est le Far West, Mme Asselin, c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui avez concédé les permis. Il ne faudrait pas s'en plaindre maintenant. Bon, alors, l'obligation de cette licence-là, donc, on peut donc extraire ça sans payer de redevance. La loi impose également de mettre sur pied un comité de suivi pour favoriser, nous dit la loi,
l'implication de la communauté locale. Alors, c'est tout le principe de l'acceptabilité sociale. Donc, on met en place un comité de suivi. Alors, le comité de suivi doit être en place pour toute la durée du projet et la composition du comité de suivi est fixée par le titulaire de la licence, mais il doit y avoir au moins 5 représentants qui siègent sur ce comité-là, un représentant du monde des affaires, un représentant des citoyens, comment on va le choisir celui-là, un représentant des sociétés autochtones si on est en territoire autochtone, un représentant des municipalités, et dans les amendements qui ont été apportés à la loi, on a ajouté un représentant des milieux agricoles, de l'UPA. Alors donc, ce comité-là, il faut que sur ce comité-là, la majorité des membres soient indépendants du promoteur, si vous voulez. Alors, on a une assez longue expérience en Anticosti et à Gaspé. Alors, à Gaspé, le comité citoyen ne voulait pas participer à ça parce qu'il considérait que c'est un traquenard. Récemment, l'organe de consultation en matière environnementale, le Conseil régional en environnement de Gaspésie et des îles, s'est retiré du comité de façon fracassante en disant on n'a pas d'informations, c'est un comité de suiveux, c'est pas un comité de suivi. Et là, il y a à peu près un mois, c'est la Chambre de commerce de Gaspé qui s'est retirée. Et la Chambre de commerce était, je dirais, le principal appui de Petrolia dans le développement pétrolier en Gaspésie. Alors, donc, ce comité-là, on voit bien là, que ces comités de suivi-là présentent des enjeux assez considérables. Là. Par exemple, le fait que Anticosti, il faut que je vous raconte Anticosti parce que ça c'est assez intéressant. Anticosti, vous avez vu récemment que le gouvernement a accordé l'autorisation à Petrolia et à la société qui a été formée, l'Anticosti SELC, de prendre 30 millions de litres d'eau pour les 3 forages là, qui étaient prévus sur l'île. Nous, au collectif scientifique, quand on a vu ça, 30 millions de litres d'eau, on a dit, mais comment ça, 30 millions? C'est un forage avec fracturation hydraulique, ça prend au moins 20 millions de litres d'eau. Alors, comment ça que c'est 30 millions? On dit, ah, mais non, mais c'est pas grave, parce que on va prendre seulement 30 millions de litres d'eau dans les rivières à saumon de l'île, et on va créer d'immenses bassins, puis on va ramasser l'eau de pluie, puis la fonte des neiges. J'ai jamais vu un raisonnement aussi absurde que ça. C'est comme si l'eau qu'il y a dans la rivière puis l'eau qui tombe du ciel, il n'y a pas de lien là-dedans. Là. Oubliez ça, c'est 2 mondes complètement séparés. Alors, donc, et là, vous avez sans doute vu qu'il y a un résident de l'île qui a constaté que Petrolia avait creusé des puits puis était en train de prendre de l'eau souterraine. Puis là, il a, comme on dit, là, il a un peu capoté puis il a saboté les installations. Et là, effectivement, il s'est justifié sur Facebook en disant, ben, écoutez, il posait des gestes illégaux, il n'était pas autorisé à puiser de l'eau souterraine, puis il le faisait. Alors, c'est ça qui m'a amené à poser les gestes que j'ai posés. Le problème, là, c'est que Petrolia a dit, ben non, écoutez, là, on l'avait dit au comité de suivi qu'il y aurait des puits creusés et tout ça, alors que la réalité, c'est que le comité de suivi n'avait jamais entendu parler de cette histoire-là. Donc, il y a 3 membres du comité de suivi qui ont démissionné. Et sur le comité de suivi d'Anticosti, il y a aussi des entrepreneurs qui fournissent des équipements à Petrolia. Alors, les pompes qui ont été abîmées par le résident en question, là, ben, ça appartenait à un membre du comité de suivi. Alors, vous vous rendez compte que de dire que la majorité, que simplement la majorité des membres doivent être indépendants du titulaire de la licence, c'est une façon indirecte de dire, ben, j'en mets 40, j'en mets 4, vous en mettez 6, mais là, de la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est la meilleure façon de ne pas impliquer la communauté dans le développement de ce type de projet-là, puisque c'est plutôt des apparences que la réalité qui est véritablement sauvée là-dedans. Bon. Ensuite, d'autres droits, les droits d'entrée sur les terrains. Alors là, évidemment, ça l'avait soulevé beaucoup d'inquiétudes parce que la loi consacre le droit d'entrée du titulaire
sur le territoire pour lequel il y a une licence. Et la façon dont c'était formulé à l'origine dans le projet de loi, ça laissait entendre que le propriétaire du terrain ne pouvait négocier que, si vous voulez, les détails, les conditions de l'heure d'arrivée, si c'est un agriculteur puis qu'on allait abîmer son maïs, il y aurait certainement eu le droit d'être indemnisé. Mais s'il avait refusé l'entrée sur son terrain, bien, à mon avis, le titulaire de la licence aurait pu aller voir un juge et dire « Moi, la loi consacre mon droit d'entrée, puis monsieur untel ne veut pas que j'entre en me posant des conditions déraisonnables. Donc, je demande une injonction et vraisemblablement, il y aurait eu motif juridique de l'accorder. » Alors, là, la mobilisation citoyenne des municipalités sont beaucoup intervenues pour dénoncer ça. La Chambre des notaires elle-même est intervenue pour mettre en garde le gouvernement pour favoriser le droit du sous-sol sur le droit du sol, à toute fin pratique. Et donc, le gouvernement a reculé et a fait dorénavant, pour entrer sur le terrain, en phase de recherche d'hydrocarbures, il faut obtenir l'accord du propriétaire du terrain. À défaut de cet accord-là, l'exploitant ne peut pas entrer. Mais, compte tenu de ce que je vous expliquais précédemment, c'est-à-dire des forages qui sont faits de façon horizontale, et quand on les fait de façon horizontale, on les fait, pour avoir une idée, c'est un peu comme un dessin de soleil pour un dessin d'enfant. Hein, on s'en va dans toutes les directions, on va forer comme ça dans toutes les directions, et si le schiste, le shale est assez épais, on peut même le faire à 2-3 niveaux. Alors donc, l'entrée sur le terrain d'un individu n'est pas problématique, dans la mesure où, compte tenu que si je m'installe sur le 4e voisin plus loin, mais que je m'étends horizontalement sur 2 km et plus, bien évidemment, je vais être capable d'aller sous la propriété des gens qui m'ont refusé l'accès. Donc, le droit d'accès n'était pas pour les compagnies québécoises un véritable enjeu. Parce que dans toute la période où on a eu des forages avec fracturation, là, les 31 puits qui ont été creusés entre 2008 et 2012, les compagnies avaient réussi assez facilement à trouver un agriculteur complaisant qui voulait bien les laisser entrer. C'est d'autant plus facile que récemment, on a connu dans les dernières années, dans les 10-15 dernières années, une concentration énorme des terres. Parfois, dans certaines municipalités, vous avez simplement 1 ou 2 agriculteurs qui possèdent l'ensemble des terres. Alors, comme souvent, les forages allaient se faire très loin de la résidence du propriétaire, lui, il n'y avait pas d'objection à consentir un bail, puis qui permettait effectivement aux compagnies d'entrer sur le terrain. Donc, ce n'était pas un enjeu, mais par suite de la pression citoyenne et des municipalités, le gouvernement a reculé pour permettre effectivement à un propriétaire qui ne souhaite pas l'entrée sur son terrain de pouvoir refuser en période, je dis bien en période de recherche d'hydrocarbures. Alors évidemment, les municipalités, elles, vont être avisées, parce que comment ça se passait en 2008-2012, les compagnies débarquaient sur le terrain, puis les municipalités n'étaient même pas au courant. Les citoyens appelaient à la municipalité, disaient « Qu'est-ce qui se passe? On voit des camions qui arrivent, tout ça, puis la municipalité dit « Je ne sais pas, on n'a pas été au courant de rien. » Donc là, le caractère véritablement intempestif et sauvage de l'intrusion qu'on avait dans les municipalités, ça au moins, les municipalités seront dorénavant prévenues. Bon, la loi prévoit ensuite, je ne sais pas combien de temps, je vais essayer de compléter d'ici une dizaine de minutes. Alors, donc, la loi prévoit aussi qu'un titulaire de licence, normalement, doit faire un certain nombre de travaux pour maintenir à jour sa licence, mais le ministre peut complaisamment l'exempter de le faire, reporter sur une autre année. Si par exemple il devait mettre 1 000 $ puis qu'il en a mis 1 200, bien, on peut prendre le 200 $ puis l'affecter à un autre puits à côté, etc. Donc, ils peuvent à toute fin pratique, là, prendre toute mesure facilitant le maintien des permis. Il faut évidemment payer des droits annuels, il faut produire un rapport annuel, et le titulaire doit aviser le ministre de toute découverte importante, évidemment de découverte importante ou exploitable. Et pour passer, et là ça c'est intéressant de le comprendre, pour passer de la phase
de recherche à la phase de production d'hydrocarbures. Il y a un délai qui est prévu dans la loi. C'était 4 ans, mais avec les amendements, ça a été porté à 8 ans. Alors, c'est important cette question-là parce que pendant 8 ans, l'épée de Damoclès de l'information qui apparaît dans les registres publics va être là pendant toute cette période-là. Donc, vous ne saurez pas si, une fois qu'on a fait la recherche d'hydrocarbures, est-ce qu'on va passer en période de production, en phase de production. Là, il y a un délai qui peut s'étendre sur 8 années. Et on va voir en termes d'accès à l'information que ça a d'importantes conséquences. Bon, alors, quand on rentre maintenant dans la deuxième phase, la phase de production des hydrocarbures, bien là, le gouvernement a introduit un autre joueur, qui est la Régie de l'énergie. Alors, évidemment, la Régie, elle va examiner la demande en fonction, et la loi nous dit, en fonction des éléments que le gouvernement, le gouvernement va fixer, va déterminer, je répète, le gouvernement va déterminer par règlement, je cite, les éléments dont elle doit tenir compte et ceux sur lesquels elle doit se prononcer. Autrement dit, le gouvernement va, à toute fin pratique, fixer les balises à l'intérieur desquelles la Régie va devoir examiner les projets. Alors, et il faut voir que la Régie de l'énergie, ce n'est pas un BAP, ce n'est pas un lieu où les citoyens vont exprimer leur inquiétude. C'est un tribunal administratif. Il faut avoir l'intérêt juridique requis pour intervenir. Il faut être représenté par avocat. Donc, c'est pour les municipalités ou les citoyens qui voudraient intervenir dans ce processus-là. C'est évidemment l'utilisation de ressources financières importantes qui vont devoir être mobilisées pour aller dans ce sens-là. Bon, la Régie va examiner le projet. Si elle considère que le projet est bien fait, est fait selon les us et coutumes, elle va l'approuver et à ce moment-là, tout le dossier sera soumis au ministère de l'Environnement pour examiner les exigences du ministère si elles sont rencontrées et le gouvernement émettra finalement le permis de production. Alors, la phase où on va confier ça au ministère de l'Environnement, ça veut dire est-ce qu'il y aura un BAP? Est-ce qu'il y aura une étude d'impact? Est-ce que pour toutes les modalités usuelles de la loi sur la qualité de l'environnement? Bien, je ne peux pas vous répondre à ça. Pourquoi? Mais parce qu'en même temps qu'on déposait le projet de loi 106, on a aussi déposé le projet de loi 102 qui modifie la loi sur la qualité de l'environnement. Et dans les modifications qui ont été apportées, on voit dorénavant que les projets vont être classés en 4 catégories. Bon, je vous simplifie ça, là, dangereux, pas très dangereux, presque pas dangereux pantoute. Puis là, en fonction de la catégorie où on va les avoir insérés, bien là, il y aura des exigences de BAP ou pas de BAP, tout ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y aura pas de BAP. Pourquoi? Parce que dans les débats parlementaires, dans la nuit du 9 au 10 décembre, le ministre Arcan a bien dit que, du point de vue du gouvernement, la fracturation hydraulique ne représentait qu'un danger modéré. Alors, donc, ce n'est pas un projet dangereux au sens pour le gouvernement. Donc, il est fort possible qu'il n'y ait pas automatiquement de BAP comme c'était le cas dans le passé. Et de toute façon, déjà dans la loi actuelle, il y avait une disposition qui faisait en sorte que le ministre pouvait refuser une demande de BAP s'il la jugeait frivole. Je ne sais pas ce qui est frivole pour M. Hertel, mais je sais qu'à Gaspé, même si Pétrolia était d'accord avec le BAP, même si la ville le réclamait, le comité de citoyens le réclamait, le député local le réclamait, bref, tout le monde, il y avait un consensus général sur le fait qu'avant de se lancer dans l'exploitation gazière en plein quartier résidentiel où habitent 900 personnes, il serait peut-être utile qu'on ait un BAP pour examiner les enjeux. Alors, est-ce qu'il y en aura? Bien, dans le cas de Gaspé, le ministre a sans doute considéré que c'était frivole que toute cette communauté qui réclame un BAP, puisqu'il a toujours refusé d'en mettre un. Bon, alors, la licence, ça permet évidemment de produire des hydrocarbures, de les stocker, d'utiliser un réservoir souterrain aux fins d'y stocker les matières que le gouvernement détermine par règlement. Alors, nous, quand on a vu ça, on a été très inquiets au collectif scientifique. Pourquoi? Parce que de 2008 à 2008,